Après avoir passé des années dans les prisons de la police secrète communiste, je me suis évadé d'Allemagne de l'Est vers l'Ouest et j'ai immigré aux États-Unis en 1961. 2 ans plus tard à peine, j'ai obtenu un bon poste d'ingénieur chez Hewlett-Packard, et ce malgré mon piètre anglais et mes difficultés à passer au système de mesure et au style de gestion américain. Et lorsqu'un jour, j'ai traversé en voiture les collines de Los Altos en Californie, en regardant ces maisons de luxe, j'ai dit à ma femme Christa, « Un jour, je veux avoir une maison comme celle-ci. » Elle m'a répondu, « Tu n'iras jamais aussi loin. » Notre relation s'en est encore détériorée. Peu de temps après, Hewlett-Packard a décidé de mettre de côté ma magnifique gamme d'appareils à micro-ondes très haute fréquence, conçus et réalisés avec soin, parce que le marché n'était pas encore prêt pour cela. Je suis entré dans une phase crépusculaire, remplie d'incertitudes et de déceptions. Aucune de mes conceptions n'était encore entrée en production. D'autres personnes prenaient toujours les décisions relatives au développement du produit et me disaient quoi faire. Je me suis promis d'en apprendre plus sur le marketing pour être plus à même de prévoir et de comprendre les développements de produits. Pendant cette période, je me suis également beaucoup intéressé à un livre sur la vie et la philosophie de Schopenhauer que mon ami Usha m'avait donné peu avant que je ne quitte l'Allemagne. Alors que Christa travaillait de nuit comme femme de ménage à l'hôpital de Redwood City, ou qu'elle était occupée à faire le ménage, la lessive, la cuisine et les courses, j'ai tenté d'extraire les idées de Schopenhauer à partir de phrases allemandes longues d'une page. Ce qui m'a le plus fasciné, c'est la précision avec laquelle Schopenhauer avait exposé ses pensées, développant une philosophie unifiée qui incluait tous les aspects de la vie et de l'esprit, la physique et la métaphysique, l'art et la sagesse, et tout cela à l'âge de 30 ans. Ce livre m'a donné beaucoup à réfléchir, notamment sur le fait que j'avais plus de 30 ans et que je n'avais absolument rien accompli. Je m'étais donné beaucoup de mal et j'étais très fatigué. Les murs de l'usine se rapprochaient de moi. Je savais que je devais nourrir mon côté bohémien. J'avais économisé un peu d'argent et je pouvais en investir la moitié à la bourse et utiliser le reste pour faire un voyage. En achetant à 50% de marge, j'espérais trouver à mon retour plus d'argent que ce que j'avais maintenant. Je voulais revoir l'Allemagne et je me suis souvenu de ma résolution, en prison politique, de voir le monde entier pour compenser le temps perdu et la vie que j'avais manquée en y étant enfermé. Un voyage autour du monde résonnait comme la compensation ultime. J'ai vécu pendant un certain temps avec une carte du monde que j'avais clouée au mur, sur laquelle j'avais dessiné un itinéraire possible au crayon. C'était la seule planification que j'avais faite avant de parler avec Christa de me laisser partir à l'aventure. Il n'a jamais été question qu'elle vienne avec moi, car il n'y avait pas assez d'argent pour l'emmener. Je devais voyager sans me soucier du confort. J'avais prévu de traverser des terres dangereuses, dans des endroits que je ne connaissais que par la lecture de mon auteur préféré, Karl May. Je voyagerais sur des routes que les touristes n'ont jamais vues. Aucune menace d'épreuve ou de danger ne me ferait fuir une région que je souhaitais visiter. J'étais prêt à risquer ma vie pour cette expérience. Je traverserais l'Europe, les Balkans, le Moyen-Orient, l'Afrique, la Perse, l'Afghanistan, l'Inde, la Thaïlande et le Japon, puis je retournerais à San Francisco. J'ai fabriqué de grandes affiches publicitaires pour trouver quelqu'un d'assez courageux et d'assez coriace pour voyager avec moi. Puis je les ai placées sur les panneaux d'affichage à Stanford et à l'Université de Californie à Berkeley. Personne ne m'a répondu. Les gens ont probablement pensé que j'étais soit fou, soit pas sérieux. Il fallait que je fasse cavalier seul. En mars 1963, Hewlett-Packard m'a accordé un congé de 6 mois pour mon voyage. Quand j'ai dit au revoir à mes amis, ils ont eu peur que je ne revienne pas. Un type qui avait toujours été très amical et qui avait toujours eu un œil sur Christa, m'a dit « J'espère que tu ne reviendras pas ». Il s'est excusé tout de suite, mais je savais que ce n'était qu'une tentative maladroite de dissimuler son lapsus freudien. Je me demandais comment il pouvait penser de cette façon. Pour moi, les femmes des autres hommes avaient toujours été tabous. Christa m'a amené à l'aéroport. Nous nous sommes embrassés pendant un long moment et elle a pleuré. Je me sentais coupable de la laisser derrière moi, sachant que j'aurais pu choisir un itinéraire plus facile, ou simplement voyager en Allemagne avec elle. Mais ce voyage faisait partie de mon idiosyncrasie carcérale, et je sentais que j'en avais besoin pour me remettre à respirer. Une fois les adieux terminés, je pris place côté fenêtre
dans un avion, en direction du Portugal. C'était bon de savoir que je pouvais revenir à tout moment et qu'une femme aussi solide que ma femme Christa m'attendait en Californie. Alors que je survolais ma nouvelle patrie pour la première fois, j'ai regardé en bas la route que j'avais parcourue avec elle. J'étais heureux de faire partie de ce pays qui semblait incroyablement grand, beau et indomptable vu d'ici. Je me sentais chanceux de partir sans plan particulier, sans réservation et sans limite de temps. Je pouvais tout faire de manière totalement spontanée, en trouvant ma voie au fur et à mesure de mon voyage. À la fin, j'espérais rencontrer Christa pour une lune de miel tardive à Hawaï. J'ai passé 2 jours à Lisbonne, à visiter les sites touristiques, à manger de la bonne cuisine, à boire de l'excellent vin et à être servi par des serveurs remarquablement compétents. Je vivais enfin comme je l'avais toujours voulu, complètement libre, avec une attitude comme celle de Félix Krull de Thomas Mann. Le monde m'appartenait. Mais il y avait des limites. Je n'avais que 2000 $ sur moi pour me nourrir pendant 6 ou 8 mois et me déplacer dans le monde entier. Mais avec toutes les vues du monde pour me nourrir, je n'aurais besoin que de moyens de transport simples et d'endroits sûrs pour dormir. J'ai voyagé en bus et en train jusqu'en Espagne, dans des endroits perdus, comme Badajoz, et dans toutes les villes célèbres, Séville, Cordoue, Grenade, Tolède, Madrid et Barcelone. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que dans les petits villages, et même dans les villes, les habitants descendaient dans les rues la nuit pour se promener, se rassembler pour discuter ou s'asseoir dans les nombreux cafés et restaurants pour socialiser avec leurs amis et voisins. Comme le tourisme de masse n'était pas encore courant et que j'étais venu en basse saison, j'étais souvent le seul touriste en ville. J'avais des conversations avec beaucoup de gens, la plupart du temps en utilisant le langage des signes. Tout le monde semblait avoir assez de temps pour moi, tout étant más o menos, plus ou moins. Cette vie était l'antidote dont j'avais besoin pour ma vie de dur labeur en Californie. Même si je n'étais qu'un étranger de passage, j'avais plus de contacts humains ici que chez moi à Palo Alto. Cependant, je n'arrivais pas à ralentir pour suivre le rythme espagnol. J'avais du mal à m'adapter au fait que les trains ou les bus ne circulaient pas comme prévu, et je courais souvent d'une vue à l'autre, de la corrida au Prado, des bus au train, comme si j'étais toujours sur mon ancien horaire en Californie. Même la pluie constante ne me ralentissait pas, si bien que j'étais souvent complètement trempé. J'avais commencé à écrire un journal pour Christa, mais j'ai laissé les 30 premières pages dans un bus. Puis, dans le train pour Paris, j'ai remarqué que mon appareil photo avait disparu. Je me suis rendu compte que je l'avais laissé dans un restaurant près de la gare à Barcelone. Je ne pouvais pas me permettre d'acheter un nouvel appareil photo, et je ne pouvais pas supporter l'idée de faire le tour du monde sans prendre de photos. De Bordeaux, j'ai pris un train pour retourner à ce restaurant. J'ai laissé ma valise à des avocats dans le train qui m'ont promis de la déposer à mon hôtel à Paris. Le propriétaire du restaurant m'a rendu l'appareil photo, un peu à contre-cœur. Je pense qu'il avait l'intention d'adopter l'orphelin. J'étais soulagé. Mais avec ce détour, le voyage de Barcelone à Paris a duré 33 heures. Après avoir voyagé à peu de frais pendant 3 semaines en Espagne, j'étais fatigué à mon arrivée à Paris. Au début, j'ai trouvé les Français et leur capitale tout sauf charmants. En plus, j'étais déjà saturé d'impressions sur l'Espagne et je m'inquiétais des prix élevés de Paris. Il pleuvait encore et la tour Eiffel me semblait être un truc un peu dépassé. J'étais aussi contrarié parce que je n'avais pas ma valise. Les avocats avaient laissé une note à mon hôtel, me disant le nom de leur hôtel, mais je ne pouvais pas déchiffrer ce nom. J'ai vécu sans ma valise pendant 2 jours, en m'inquiétant pour elle, jusqu'à ce qu'ils appellent une nouvelle fois et que je puisse la récupérer. À présent, j'étais devenu complètement fou, après avoir visité le Louvre et les nombreux autres musées de Paris. Les peintures, incroyablement belles des impressionnistes et de Van Gogh, et les œuvres vibrantes des grands peintres modernes m'ont inspiré. Elles ont renforcé le souhait que j'avais formulé à New York de consacrer une partie de mon avenir à la peinture, d'essayer d'une manière ou d'une autre de mettre mon âme sur la toile. De Paris, j'ai voyagé pour voir des amis à Mayence, qui m'ont gentiment ramené à la vie, en lavant et même en repassant mon linge avant de me remettre sur la route. Cela m'a fait du bien d'être de retour en Allemagne. À Francfort,
j'ai récupéré la toute nouvelle Volkswagen que j'avais commandée et payée en Californie. J'avais prévu qu'elle me permette d'avoir un transport et un logement bon marché. Lors de ma dernière visite à Francfort, en 1948, tout était en ruine. On pouvait rouler pendant 10 minutes dans le centre-ville sans voir une seule maison encore debout. La population semblait alors composée de gens qui nettoyaient les décombres, de marchands noirs, de prisonniers de guerre de retour et de réfugiés d'Allemagne de l'Est. Maintenant, je trouvais la ville complètement reconstruite, avec de beaux magasins le long des rues. Tout était impeccablement propre et ordonné, et tout le monde semblait être habillé avec soin et goût. J'ai été tellement impressionné que j'ai décidé de ne rester que 2 ans de plus aux États-Unis avant de rentrer en Allemagne. J'avais encore du mal à m'adapter à la vie américaine, et je n'avais pas gagné beaucoup d'argent. J'ai alors reçu une lettre de Christa. Mes actions avaient chuté, et pire encore, son père, en Allemagne de l'Est, était soudainement mort. Je l'ai appelée. Je lui ai dit qu'elle devait essayer d'obtenir un visa afin de rendre visite à sa mère, car je ne pouvais pas retourner en Allemagne de l'Est. J'étais très inquiet. Il n'y avait aucun moyen de prévoir combien de temps il faudrait aux autorités est-allemandes pour décider de lui accorder ou non un visa. Si elle décidait de me rejoindre dans mon voyage, après avoir rendu visite à sa mère, je devais le raccourcir et laisser de côté les parties les plus dangereuses. Pendant que nous parlions, je m'inquiétais également du coût élevé d'un appel téléphonique de l'Allemagne vers la Californie. Notre conversation a été courte. Les appels téléphoniques internationaux n'étaient pas prévus dans mon budget serré. Même en payant le voyage de Christa en Allemagne, je risquais de me retrouver quelque part sur mon chemin, sans assez d'argent pour rentrer chez moi. Je pense que j'étais trop avide pour renoncer à une partie de mon voyage, et le problème semblait trop compliqué à résoudre par téléphone. Aujourd'hui encore, je ne peux pas me pardonner de ne pas avoir choisi la solution la plus simple et la plus appropriée, d'avoir raccourci mon voyage et d'avoir pris l'avion pour rentrer chez moi et apporter mon soutien à Christa. À la place, j'ai essayé de lancer un programme de vaccination contre toutes les maladies et infections possibles que je pouvais rencontrer. Lorsqu'un médecin m'a dit que pour être raisonnablement bien préparé, j'aurais besoin d'au moins 34 injections sur une période de 4 mois, j'ai abandonné. Je n'avais ni le temps ni l'argent pour un tel régime, et je craignais que toutes ces piqûres ne me laissent plus mort que vivant. Ma Volkswagen a amélioré ma vie de façon spectaculaire. Je sentais que j'avais maintenant le pouvoir et la liberté de conduire n'importe où et de faire n'importe quoi. J'ai acheté des pneus neige pour conduire dans les sables du désert et la neige des hautes montagnes, ainsi que des réservoirs d'eau et d'essence extra larges pour me rendre moins dépendant des points d'eau et des stations-service. Lorsque Christa a renoncé à venir avec moi, j'ai vendu le siège du passager. Le dossier du siège arrière a trouvé sa place à côté de moi, permettant de faire, avec la partie arrière, un magnifique lit pour une personne. J'ai fini par dormir 120 nuits consécutives dans ma Volkswagen. Chaque nuit, je me garais devant le plus bel hôtel ou la gare. Je mettais des feuilles de carton à toutes les fenêtres et je dormais en toute sécurité sous les yeux du personnel de l'hôtel ou même de la police. Une fois, cependant, quelque part en Italie, j'ai failli me tuer en me garant sur un pont, sans remarquer que la voie ferrée passait directement en dessous. Je me suis réveillé, au milieu de la nuit, étourdi et haletant, avec un gigantesque mal de tête. J'étais complètement englouti dans l'épaisse fumée noire qui s'élevait d'une locomotive stationnée juste en dessous de moi. Après plusieurs semaines de visite en Autriche et en Italie, j'ai pris un ferry pour Athènes, par le détroit de Corinthe, où j'ai passé d'innombrables heures à admirer les sites grecs et romains antiques que j'avais toujours voulu voir. Un soir, tout habillé et marchant dans les rues d'Athènes, j'ai remarqué qu'un événement important se déroulait à l'ambassade de France. Je suis passé devant tous les gardes de sécurité qui se trouvaient dans cet endroit. Personne ne m'a arrêté, apparemment parce qu'ils pensaient que je faisais partie des services secrets. Peu après, je me suis retrouvé dans le hall principal où se déroulait la fête. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Arrivé de façon naïve, voilà que je respirais le même air que Charles de Gaulle, le roi et la reine de Grèce. Peu de temps après, je suis reparti comme j'étais venu, sans incident. D'Athènes, j'ai conduit jusqu'à Istanbul, où à 3 heures du matin, des types ont commencé à essayer de pénétrer dans ma voiture.
lorsque je leur ai pointé un pistolet lacrymogène, ils se sont enfuis. Je n'avais aucune idée du danger que cela représentait. S'ils avaient eu de vrais pistolets eux-mêmes, ils auraient pu me tirer dessus. À la fin du mois de juin, je voyageais à travers la Syrie, la Jordanie et le Liban. J'ai trouvé ces pays absolument magiques. J'ai aimé les gens et la façon dont ils s'habillaient, vivaient et parlaient. La vie était réelle ici, terre à terre, naturelle. J'ai parlé aux hommes dans les champs, dans les villages et dans les villes. Notre communication se faisait principalement par le biais du langage des signes, ou de quelques mots en allemand, en anglais ou en français, mais cela fonctionnait très bien. Partout, les gens m'invitaient à prendre le thé et à manger de petites choses, surtout des biscuits ou du melon. Je suis devenu l'un d'entre eux, assis dans les cafés ou simplement sur un sac de haricots dans les magasins, en fumant la pipe à eau. Chaque fois qu'ils se rendaient compte que j'étais allemand, ils s'enthousiasmaient. Parfois c'était très gênant pour moi. Souvent ils me célébraient en tant que nazi, me demandant si j'avais aidé à tuer des juifs, ou une fois voulant même que je lise à haute voix le Mein Kampf d'Hitler, que certains d'entre eux gardaient chez eux comme nous pourrions garder l'Encyclopædia Britannica. Un homme m'a emmené avec lui à sa mosquée pour la prière. Je me suis agenouillé et j'ai baissé la tête au sol comme les autres. Près de Baalbek, au Liban, j'ai voulu photographier quelques nomades que je voyais, et je fis l'erreur de marcher dans le désert vers leur tente. 3 gros chiens ont couru vers moi et m'ont coincé. Il était midi et il faisait extrêmement chaud. Chaque fois que j'essayais de bouger, les chiens me montraient leurs dents vicieuses et se rapprochaient un peu plus. Les nomades n'ont pas rappelé leurs chiens pendant des heures. Mes genoux tremblaient et ma peau claire était brûlante. Finalement, ils ont sifflé et les chiens m'ont laissé retourner à ma voiture. Dans le beau Liban, accueillant pour les invités, j'ai rencontré une famille avec une très belle fille de 17 ans qui est tombée amoureuse de moi. Pendant 2 jours, elle m'a donné à manger à la main, les aliments les plus délicieux, et m'a fait sentir incroyablement à l'aise et satisfait d'être avec elle dans ce cadre très romantique. Tout cela était platonique, bien sûr, mais j'étais vraiment désolé de la laisser derrière moi. Elle aurait pu me faire découvrir une toute nouvelle vie au Liban. J'ai commencé à réaliser que j'étais comme un caméléon. Je pouvais me fondre dans n'importe quel endroit ou avec toutes ces personnes différentes que je rencontrais en partageant leurs coutumes et leur nourriture. En rencontrant tant de gens dans les villes, les villages et les champs de tant de pays, en buvant et en mangeant ce qu'ils faisaient, en observant leur vie et en essayant de vivre avec eux pendant un certain temps, j'ai pu voir et toucher un autre type d'être humain que celui que j'avais connu en Allemagne ou aux États-Unis. J'avais déjà vu tant de choses merveilleuses à cette époque que j'ai eu l'impression que le voyage m'avait déjà richement récompensé. J'avais été particulièrement impressionné par Rome, Athènes, Istanbul et une partie du Moyen-Orient. Je n'arrivais pas à croire tout ce qui avait survécu dans chacun d'entre eux depuis un si lointain passé. En fait, toutes les villes anciennes que j'ai visitées sur mon chemin offraient des leçons d'histoire vivantes, enseignant par les 5 sens comment les gens vivaient leur vie il y a 2, 3, 4, voire 5000 ans. C'était un programme d'études bien supérieur à tout ce que l'on peut obtenir des livres ou des leçons d'histoire. J'ai commencé à regretter de ne pas avoir emmené Christa avec moi. En voyageant, j'ai pensé à m'améliorer, à devenir un homme meilleur, qui pourrait lui plaire davantage. Elle me manquait, et j'avais hâte d'arriver dans les villes où une lettre m'attendait peut-être. Je remplissais de plus en plus de pages de mon journal et je continuais à les envoyer en Californie. J'avais aussi d'autres préoccupations. J'avais grandement besoin d'un carnet de passage pour entrer en Inde avec ma voiture, et je dépensais mon argent plus vite que prévu. Je me suis renseigné dans chaque ville, mais il y avait rarement des lettres de Christa qui m'attendaient. Je pouvais imaginer que le fait d'avoir dû gérer la mort de son père sans soutien l'avait mise en difficulté. Mais je ne pouvais pas l'aider là où j'étais, et j'étais déterminé à aller jusqu'au bout de cette aventure. En Jordanie, j'ai essayé de photographier des nomades qui coupaient le blé qu'ils avaient semé entre les rochers. C'était un beau spectacle. On pouvait observer tout le processus de récolte à la manière traditionnelle. Couper le blé avec une faucille, le battre et séparer la paille du grain. Mais dès que je me suis approché avec mon appareil photo,
un homme âgé s'est approché de moi, a sorti son poignard courbé et l'a pointé vers ma gorge. J'ai senti l'acier me percer la peau et le sang couler le long de mon cou. J'ai pensé que ce serait mon dernier moment. J'ai regardé dans ses yeux de feu et je suis resté aussi calme que possible. Il a exigé mes chaussures, s'est glissé dedans, est retourné auprès de sa famille et a continué à lancer du blé en l'air pour le libérer de l'ivraie. Il m'a fallu 2 heures pour récupérer mes chaussures. Il ne voulait pas les abandonner, mais j'en avais besoin. C'était les seules que j'avais. Mais après tout, l'expérience de marcher pieds nus parmi les rochers, inquiet à mort pour ma vie et mes chaussures, tout en prenant des photos de cette belle famille colorée faisant son travail séculaire, a été formidable. Je n'oublierai jamais Jérusalem ou Bethléem. Comme il n'y a presque pas d'étrangers, la vie dans ces vieilles villes me semblait à peu près comme elle devait être il y a 2000 ans. Si j'ai jamais été près de croire à l'idée chrétienne de Dieu et de son Fils divin, c'était dans le vieux village de Jérusalem, parmi les bâtiments délabrés, les passages couverts, les chemins étroits et les cages d'escalier. Je me suis retrouvé à réagir comme on pourrait s'y attendre de la part d'un chrétien pieux. Jésus semblait en quelque sorte toujours vivant ici. Il est devenu aussi humain pour moi que les hommes qui marchaient à côté de moi dans les rues avec leurs ânes. J'ai voyagé avec des images de ces lieux saints pendant des jours, mais elles sont devenues partiellement obscures en Égypte lorsque j'ai vu et escaladé les pyramides, et plus encore lorsque je me suis tenu devant les grands temples de Luxor et de Karnak et les tombes de la vallée des rois. Confronter la taille même de ce que les gens avaient été inspirés à construire a été comme un coup puissant qui a bouleversé ma façon athée de penser. Dans l'univers entier, on ne peut pas trouver un autre endroit comme l'Égypte. Ici, le respect humain pour les puissances supérieures et le désir profond de renaître avaient trouvé leur expression ultime. Leurs monuments montraient que l'imagination humaine pouvait concevoir des projets à plus grande échelle encore. Mais considérés à travers la lentille de la pensée rationaliste moderne, ces monuments montrent également à quel point nous, les humains, seront toujours limités et inefficaces dans nos tentatives de répondre aux questions et aux craintes concernant l'infini par des créations finies. Le voyage en train du Caire à Luxor et retour m'a donné une vue merveilleuse du mode de vie égyptien, les champs et les jardins, les nombreux paysages de palmiers et le Nil. Mais c'était un peu comme si j'étais dans un simulateur de tempête de sable en soufflerie. À cause de la chaleur, nous devions garder les fenêtres du train ouvertes, même si la locomotive soulevait souvent de gros nuages de sable fin et de poussière tirant le train au milieu. Après de nombreuses heures passées dans le train, je ressemblais au désert lui-même. J'étais très reconnaissant à un ami que j'avais rencontré au Caire pour son cadeau d'une grande cruche d'eau en argile non émaillée. Depuis lors, j'ai toujours voyagé avec ce récipient, qui gardait l'eau merveilleusement fraîche par l'évaporation sur sa surface extérieure. À Luxor, j'ai vécu une incroyable tempête de sable. Pendant environ 1 heure, on ne pouvait pas voir à plus de 2 ou 3 pieds devant nous, alors que le vent, rempli de sable, emportait tout sur son passage. Avant la tempête, j'avais des difficultés à marcher sur les rives du Nil, car tout le monde semblait s'y être rendu le matin pour satisfaire leurs besoins sanitaires. Personne ne semblait s'inquiéter du fait que pendant la journée, un grand marché vendant tout ce qui est imaginable, y compris toutes sortes de denrées alimentaires, fonctionnait juste à côté de ces toilettes publiques, ou qu'après la tempête, tout ce qui avait été exposé au soleil bouillant était soufflé sur tout le reste. Mais j'ai aimé tout ce que j'ai vu de l'Égypte, le Nil, le sable, les paysages remplis de palmiers, les gens sympathiques et l'histoire. Cela m'a donné une incroyable sensation de bien-être. J'ai commencé à me calmer après avoir roulé 2 jours dans le désert brûlant en direction de Bagdad. J'ai trouvé la désolation et la paix du désert aussi grandes que tous les merveilleux paysages et les gens que je venais de voir en Égypte. Je n'oublierai jamais ce tronçon de route de 150 kilomètres, sans station d'essence et avec seulement 2 points d'eau. En 2 jours, je n'ai vu que 3 hommes. 2 étaient assis sur la route au milieu d'une immense zone désertique entièrement recouverte de pierres noires. Lorsque je me suis arrêté à un point d'eau, j'ai remarqué le 3e homme, au loin, monté sur un chameau. Alors qu'il se dirigeait vers moi,
C'est exactement ce que j'ai vu plus tard dans le film Laurence d'Arabie. Sauf que cet homme n'était pas un Touareg en noir, mais un Bédouin en blanc. Quand il s'est approché, j'ai regardé son visage incroyablement brun et ridé et ses yeux très sombres. Lorsqu'il m'a atteint, il a dit « Salam », a fait mettre son chameau à genoux, est descendu et a conduit l'animal à l'abreuvoir partiellement recouvert d'algues. Le chameau a marché dans l'eau trouble avec ses pattes avant et s'est mis à boire et à pisser en même temps. Une fois que le chameau eut fini de boire, l'homme lui-même se pencha vers l'eau et but au même endroit que le chameau, en repoussant les algues de surface avec sa main. J'avais envie de lui offrir un peu de mon eau propre, mais il était déjà remonté sur son animal. Il a dit « Salam » et est reparti dans la même direction que celle d'où il était venu. Je l'ai regardé disparaître dans l'air brûlant et scintillant, qui au loin ressemblait à des couches d'eau. Je savais, grâce à mes connaissances en optique, que c'était une illusion, un mirage, mais c'était quand même magique. Puis une fois de plus, il y eut un silence complet, un silence précieux. C'était un de ces moments rares et privilégiés où l'on peut l'entendre, et je l'ai aimé de tous mes sens. Bagdad s'est avéré être la ville des 1001 nuits, un Orient du Moyen-Âge plus légendaire que tout ce que j'avais vu auparavant, même dans les meilleurs films. Tout était réel et n'était pas affecté par la culture occidentale, surtout dans les quartiers proches de la Grande Mosquée. Toutes les femmes portaient des robes noires et étaient complètement voilées. Certains hommes, apparemment de la campagne, montaient à cheval dans les restaurants. L'agitation n'a jamais cessé partout. Quand je suis entré dans la mosquée d'Or, l'un des lieux les plus sacrés de l'islam, les gardes m'ont reconnu comme chrétien. Ils m'ont sauté dessus, m'ont battu et m'ont traîné dans la poussière jusqu'à l'extérieur. En rampant très vite, à quatre pattes, j'ai échappé à la foule agitée qui criait fort. J'étais si troublé et effrayé que j'ai immédiatement commencé à rouler vers Téhéran. L'arrivée s'est avérée plus difficile que je ne l'avais prévu. À 30 kilomètres de Bagdad, plusieurs chars ont bloqué la route. Au loin, je pouvais voir des avions bombarder les Kurdes. Les soldats ne voulaient pas me laisser passer. J'ai décidé de faire demi-tour et je suis sorti de la route. J'ai alors conduit comme un fou dans un rayon de 20 milles à travers le désert et j'ai repris la route vers l'Iran. J'avais tellement peur que les avions m'attaquent que j'ai conduit à plein régime, aussi vite que la Volkswagen pouvait aller sur les pistes de sable. J'ai finalement traversé un tronçon de chemin accidenté et isolé. Après avoir finalement ralenti un peu, j'ai remarqué une Jeep qui s'approchait par derrière, transportant 2 hommes en sous-vêtements. Il s'agissait en fait des gardes-frontières iraniens qui avaient dormi pendant le travail. Ils m'ont accompagné sur les 25 milles qui me séparaient de la frontière afin de formaliser le passage à la frontière. Nous avons bu quelques bouteilles de soda ensemble et ils m'ont laissé continuer. Nous étions maintenant en août. La température du désert étant toujours supérieure à 110 degrés Fahrenheit et grimpant souvent jusqu'à 135. Je pouvais boire 20 bouteilles de soda par jour et toute l'eau que je pouvais descendre et parfois aussi manger 20 glaces sans jamais aller aux toilettes. Toute l'humidité sortait par la peau. L'air était si sec qu'on pouvait sauter dans l'eau tout habillé et être au sec 5 minutes après être sorti. Le volant était si chaud que je ne pouvais pas le toucher avant de l'avoir enveloppé dans un tissu. Après avoir parcouru 70 autres kilomètres à travers un paysage hostile, j'ai vu un bâtiment au bord de la route. Je me suis arrêté, je suis entré. Il était rempli de membres de la tribu aux visages sombres et aiguisés, aux vêtements colorés et aux turbans à franges. Je me suis rendu compte que j'étais encore en pays kurde, dans un endroit si reculé que certains des hommes avaient de gros bâtons avec des pointes, comme des armes médiévales. J'avais très peur, mais j'ai fait un signe de la main pour l'eau potable. Un homme est sorti avec une boîte de thé et a apporté de l'eau du ruisseau. J'ai attendu 10 minutes et je suis parti sans la boire. Une vingtaine de minutes plus tard, je me suis fait arrêter par 2 hommes qui ressemblaient à ceux de l'auberge. Ils avaient de très vieux fusils qu'ils ont pointés sur moi. J'ai ramassé 2 pommes, j'ai ouvert la porte et j'en ai donné une à chaque homme. Ils ont souri, ont regardé à travers la voiture, sont montés et m'ont fait signe de continuer la route. Ils sont sortis de la voiture peu avant Hamadan et m'ont fait signe de continuer. J'ai été soulagé lorsque j'ai enfin atteint Hamadan, mais ce n'était pas mon jour.
Alors que je traversais le village en voiture, un garçon de 10 ans, sortant d'une boulangerie avec une pile de pain plat dans les bras, a traversé la rue et s'est précipité sur le côté de ma voiture. En 5 secondes, j'ai été entouré d'une foule hurlante et gesticulante, dont certains ont essayé de me tirer hors de ma voiture. Heureusement, la police m'a secouru. J'ai passé 3 jours en détention préventive, à manger de la nourriture délicieuse et à jouer aux cartes avec les gardiens. Le 4e jour, un juge m'a condamné à un dédommagement négocié à hauteur de 10 $. Le juge a expliqué, en allemand parfait, que même si l'accident n'était pas ma faute et que le garçon n'avait pas été blessé, il devait me déclarer coupable. Sinon, il ne pouvait plus vivre ici, car la plupart des gens du village étaient analphabètes et ne comprenaient pas la loi. J'ai continué à rouler vers Téhéran. Depuis mon départ d'Istanbul il y a 2 mois, je n'avais reçu aucune lettre de Christa. J'étais très inquiet. J'ai attendu à Téhéran pendant quelques jours, mais rien n'est arrivé. J'ai continué jusqu'à la mer Caspienne. Un jour, je me suis garé sur une plage très isolée et je me suis endormi sur le rivage. Lorsque j'ai ouvert les yeux, de très gros oiseaux tournaient autour de moi et vrombissaient parfois à quelques mètres de mon visage. C'étaient des aigles géants. Quand je me suis assis, je me suis retrouvé entouré d'un grand groupe de vautours. Ils attendaient probablement que je meure. Je n'avais pas peur parce que ces oiseaux ne faisaient pas de mal à tout ce qui montrait des signes de vie. J'ai passé des heures sur cette plage à regarder les aigles s'envoler. Je trouvais surprenant que les humains n'aient pas inventé les avions plus tôt. Avant même l'invention d'un moteur, ils auraient pu observer les meilleurs oiseaux s'envoler, les mesurer et les peser, et construire des modèles réduits de bambou et de papyrus. Imiter le vol naturel aurait été beaucoup plus facile que d'inventer la roue. Rien de tel n'existait dans la nature. Comme il avait fallu tant de temps à l'homme pour inventer quelque chose d'aussi évident qu'un avion, j'ai pensé qu'il devait y avoir beaucoup d'autres dispositifs aussi utiles que l'homme n'avait pas encore imaginés et construits. Je me suis promis de travailler encore plus dur pour les identifier lorsque je retournerai aux États-Unis. Mais j'ai dû retourner à ma voiture, après que des aigles se soient rapprochés et aient commencé à faire du boucan tout près au-dessus de ma tête. J'ai continué le long de la mer Caspienne jusqu'à la frontière russe. Puis j'ai parcouru 80 milles à travers un désert très aride jusqu'à la ville sainte de Machhad. Les gens m'ont dit qu'il y avait des zones dans cette région où il n'avait pas plu depuis 7 ans. J'ai vu de nombreuses caravanes de chameaux et des stations de chameaux sur ce tronçon de route qui était couvert de rochers fendus de la taille d'un poing. À ce moment-là, les pare-chocs de ma Volkswagen, auparavant sans trace, martelés par les rochers, étaient devenus complètement abîmés. J'adorais Machhad. Il avait beaucoup de magie. Mais je ne pouvais pas y rester très longtemps, et une fois de plus, aucune lettre de Christa ne m'attendait. J'avais l'impression de manquer de temps et d'argent. Mes rêves d'aventure les plus fous sont devenus réalité en Afghanistan. J'ai tout de suite aimé ces habitants fiers et amicaux, et les petites boutiques sur les routes du village, où tout était fabriqué exactement comme il l'avait été pendant des centaines, voire des milliers d'années. Comme au Moyen-Orient, j'ai été étonné de constater à quel point la plupart des terres étaient inchangées, même si les gens y vivaient depuis des dizaines de milliers d'années. Cela m'a fait réfléchir à mon travail. En tant qu'ingénieur, je faisais partie des forces qui travaillaient pour changer la Terre. Que feraient les habitants des zones industrialisées pour modifier cette vie et ce paysage ? J'avais le sentiment que tout changement imposé par le monde moderne ne serait que destructeur pour ce terrain très accidenté et magnifique, avec ses nombreuses tornades et tempêtes de sable, ses routes non améliorées et ses ponts presque inexistants, et ses forts et colonies désertées au milieu de nulle part. D'une certaine manière, la nature austère du paysage et l'hospitalité simple et précieuse de ses habitants semblaient fondamentalement liées l'une à l'autre. Cela ne me dérangeait guère d'être volé. De toute façon, presque tout le monde portait un pistolet. Ces types se trouvaient à pointer le leur sur moi. Ils prenaient très peu de choses, ils voulaient surtout faire un tour de quelques kilomètres. En Afghanistan, j'ai rencontré un bon nombre de Russes. Plus important encore, j'ai rencontré Mark Schmid, qui voyageait également vers l'Inde. Nous nous sommes bien entendus et avons décidé de poursuivre le voyage ensemble. Mark était un étudiant en médecine de Hambourg, avec une vision positive de la vie et très propre sur lui. Il savait aussi très bien s'y prendre avec les gens. Quand il m'a dit que j'étais trop brutal et que je prenais parfois les choses trop au sérieux,
Je lui ai demandé comment il pouvait être si détendu. Sa réponse surprenante a été « J'essaie toujours de me comporter comme si j'étais proche de l'orgasme ou si je venais d'en avoir un. » Cela expliquait très bien les choses, et j'ai souvent pensé à sa remarque, essayant avec plus ou moins de succès d'agir comme lui. Quand je suis arrivé à Kaboul, je n'avais plus du tout d'argent. Il n'y avait toujours pas de lettre de Christa. Prenant le seul choix qui me restait, j'ai conduit au milieu du bazar. J'ai ouvert mon toit et j'ai commencé à offrir tout ce que j'avais au plus offrant parmi la foule de gens qui s'accumulait rapidement. En 2 heures, il ne me restait plus que ma valise, un sac à dos et ma Volkswagen poussiéreuse et abîmée. Le lendemain, j'ai fait la connaissance de l'annonceur de la station de radio locale. Il a gentiment accepté d'annoncer l'heure et le lieu où ma nouvelle Volkswagen pourrait être achetée. J'ai nettoyé la voiture pendant 2 jours entiers sans grand succès, et j'ai réussi à la vendre pour $350 de plus que ce que j'avais payé. Le ministre afghan du commerce extérieur, un type sympathique qui parlait parfaitement l'allemand et qui s'est avéré être la seule personne en Afghanistan capable de me donner un tampon de sortie sur mon passeport, me permettant de quitter le pays sans la Volkswagen, l'a acheté. J'avais maintenant assez d'argent pour rentrer aux États-Unis, mais malheureusement, j'étais atteint de dysenterie amibienne et j'étais trop malade pour voyager. J'ai décidé de renvoyer la plupart de mes bagages restants en Californie afin de pouvoir voyager très très léger. Pendant des jours, j'ai eu des hallucinations avec une très forte fièvre. Lorsque je me suis senti un peu mieux, Marc et moi sommes montés sur le toit d'un des bus pour le Pakistan pour un voyage incroyablement effrayant sur la route sinueuse du Khyber Pass. De notre perchoir, nous pouvions voir à chaque tournant les carcasses brûlées des bus qui étaient tombés de la route dans la profonde gorge en dessous. Notre voyage s'est terminé à Peshawar. Ici, tout le monde se promenait avec un fusil sur l'épaule. Les seuls logements que nous avons pu trouver étaient dans un hôtel terriblement rudimentaire. Nous payions moins d'$1 par nuit, mais nous devions déféquer quelque part sur le toit dans des pots qui débordaient, alors que des milliards de mouches couvraient chaque partie de notre corps. Ma dysenterie était revenue, et je devais retourner sur ce toit crasseux toutes les demi-heures, sinon les immenses quantités de gaz m'auraient fait exploser. Nous étions si désespérés de sortir de Peshawar que nous nous sommes rendus à Amritsar sur le toit d'un train. On pouvait au moins respirer là-haut. L'intérieur du train était bloqué et étouffant. La chaleur et l'humidité étaient si extrêmes que nous prenions des douches, tout habillés, chaque fois que le train s'arrêtait à une gare. Mais Amritsar méritait ce trajet. C'était comme dans une fable, magnifique, exotique, et plus confortable que dans tous les endroits où nous étions allés dernièrement. Les Sikhs étaient gentils, et nous avons apprécié de pouvoir revoir des femmes. Dans tout l'Afghanistan, je n'en avais vu que 2, toutes les 2 complètement couvertes de la tête aux pieds. Nous avons senti qu'il fallait voir le Cachemire. Lorsque nous sommes arrivés à Srinagar, nous avons été accostés par des milliers de mendiants agressifs. Mais c'était une belle ville, et il y avait des lacs couverts de nénuphars avec des péniches pour vivre. Nous en avons loué une tout de suite, parce que j'étais maintenant si malade que je ne pouvais plus marcher. Pendant 2 semaines, je suis resté couché dans notre péniche avec une forte fièvre et une dysenterie vraiment terrible. J'ai épuisé le stock médical de Marc. Il n'arrêtait pas de me dire « Je ne peux pas simplement te donner des pilules. Tu dois aussi avoir la volonté de vivre. » Finalement, je me suis rétabli. Pendant que nous vivions sur la péniche, les marchands locaux sont venus en bateau pour nous vendre des choses. L'un d'eux était un shikar, un guide de chasse, et nous avons accepté de l'accompagner dans une expédition de chasse à l'ours. 2 jours de bus et beaucoup de marches nous ont amenés dans un petit village de 7000 pieds de haut dans l'Himalaya. Il pleuvait à verse. Après 2 jours là-bas, le shikar nous a réveillés vers 3 heures du matin en nous disant « Il y a des ours dans les poiriers !» Ce village avait un problème avec les ours. Les Indiens avaient enlevé toutes les armes des villageois musulmans, de sorte que les ours pouvaient manger tous leurs fruits sans crainte. Je n'avais pas envie de me lever au milieu de la nuit pour résoudre ce problème. Il faisait nuit noire et froid. De plus, j'avais très peur. Nous n'avions qu'un seul fusil qui semblait être un survivant du Moyen-Âge. J'ai reçu le fusil et le premier coup de feu, alors que le shikar et Marc n'avaient que des haches comme armes. Frissonnant de froid et de peur, nous avons marché sous chaque poirier, en faisant briller une lampe de poche dans ses branches pour repérer un ours. Cela m'a semblé très dangereux,
et je m'attendais à ce qu'un ours nous attaque d'un instant à l'autre. Heureusement pour nous, nous n'en avons pas rencontré cette nuit-là. Le lendemain, plus haut dans la forêt, j'ai eu l'occasion de voir un grand ours brun. J'ai tiré d'une distance incroyable et je l'ai touché en plein dans la croupe. Mais il s'est enfui. Nous l'avons cherché pendant 3 jours, en grimpant sur les rochers et à travers les fourrés, toujours avec notre seul fusil et 2 haches. À la fin du 2e jour, les chaussures de paille de notre guide et de ses amis du village étaient si usées qu'ils sont partis pieds nus. Finalement, nous étions trop épuisés pour continuer. J'ai promis à chacun des 3 hommes de la tribu qui nous avaient aidés à chercher que je leur enverrais une montre bracelet s'ils pouvaient trouver l'ours, l'écorcher, le tanner et me l'envoyer en Californie. Quand je suis arrivé à Hong Kong, j'ai acheté 3 belles montres bracelets fonctionnelles pour un total de $5, au cas où. 6 mois plus tard, j'ai reçu une belle peau d'ours. J'ai envoyé les montres comme promis. 3 mois plus tard, j'ai reçu une lettre de mes volontaires. Ils avaient marché pendant des jours jusqu'à Srinagar, y avaient engagé un scribe et m'avaient dicté une lettre. Leur lettre m'a touché plus que toute autre que j'ai reçue. Elle commençait par « Votre gracieuse grâce, Sahib Johannesmeyer, nous avons reçu les montres que vous aviez promises et nous n'oublierons jamais de notre vie. » J'ai pleuré comme un chien, et leur lettre m'a fait regretter un peu moins d'avoir tiré sur cet ours innocent. Après avoir fait un pèlerinage au plus beau des mémoriaux dédiés à une femme, le Taj Mahal, à Agra, nous sommes arrivés à New Delhi. Une lettre de Christa nous attendait, la première depuis plus de 3 mois. Il n'y avait pas de chèque à l'intérieur. Seulement une lettre disant qu'elle avait renoncé à notre appartement, vendu tous nos meubles, déménagé à Reno, Nevada, et demandé le divorce. Marc était parti de New Delhi pour l'Allemagne. La lettre de Christa me laissait tomber dans un trou où il n'y avait rien d'autre que de la douleur. J'aimais cette femme. Je me suis demandé encore et encore, pourquoi l'as-tu laissée à la maison? Pourquoi as-tu fait ce voyage? Pourquoi n'es-tu pas revenu quand son père est mort? Mais j'avais en moi l'envie de voyager, et la conviction qu'en voyageant, je pourrais rattraper le temps perdu pendant que j'étais enfermé dans les prisons d'Allemagne de l'Est. Puis, une fois que j'ai commencé mon voyage, mon plan est devenu un impératif, une mission, et j'étais trop têtu pour l'abandonner. J'avais maintenant tout le temps du monde, sans lest, mais sans personne avec qui le partager. Je pouvais facilement transporter tout ce que je possédais, une brosse à dents, une chemise, un pantalon, une paire de sandales indiennes et un petit sac sur une corde autour de mon cou. Caché sous ma chemise, le sac contenait mes seuls objets de valeur, mon passeport et l'argent qui restait de la vente de la voiture. J'aurais dû me sentir libre de toute obligation, mais j'étais lié à mes émotions. Sans public à la maison, mon voyage avait perdu un peu de son sens pour moi. La lettre de Christa avait rendu inutiles tous les projets que j'avais faits pour nous deux dès mon retour en Californie, et toutes les promesses que je m'étais faites sur ce que je serais pour elle. Ce qui m'a fait encore plus mal que de perdre Christa, c'est le sentiment, ma certitude, que j'avais échoué en tant qu'être humain avec Christa. Ma dysenterie est revenue, aggravée par l'incroyable chaleur. Ne sachant pas quoi faire d'autre, j'ai continué à voyager à travers l'Inde en train, jusqu'à des endroits que j'avais choisis presque au hasard. Lorsque je suis tombé sur 2 saints hommes qui se rendaient à Bénarès et à Calcutta, je les ai rejoints. J'ai encore une photo de nous 3 debout devant un beau temple. Ils ne sont que peau et os. Nous avons tous les 3 une barbe et des amulettes autour du cou. Nous nous ressemblons beaucoup. Ma mère m'a dit plus tard que lorsque ma grand-mère a regardé cette photo, elle a montré du doigt un des saints hommes et s'est exclamée en voyant combien de poids j'avais perdu. J'avais toujours pensé que l'Inde était le pays le plus magique du monde, un endroit où les gens faisaient des pèlerinages pour trouver des joyaux de sagesse. Je m'étais imaginé assis sous les arbres, où de grands philosophes ou des chefs religieux s'étaient autrefois assis. En fait, je n'ai reçu aucune grande révélation en Inde. Je n'ai entendu aucune grande parole de sagesse, et j'ai eu trop peu de temps pour atteindre le nirvana. J'ai trouvé une autre sorte de sagesse en observant les gens de la campagne que j'ai rencontrés dans les trains et les villages. J'ai vu comment les liens étroits qu'ils entretenaient avec leurs familles et leurs amis rendaient leur vie riche et épanouissante, même s'ils vivaient à la limite de la survie. Mon endroit préféré dans le train était le porte-bagages. Là, je pouvais dormir,
ou observer le compartiment surpeuplé en dessous de moi. Dans ces trains, les gens voyageaient souvent avec tout ce qui leur appartenait: bébés, membres âgés de la famille, ballots de tissu, poulets, chiens, singes et même cochons. C'était un paysage très coloré, toujours changeant, avec des conditions sanitaires épouvantables. À chaque station, je descendais et je prenais ma douche pour me rafraîchir. Lorsque nous avons atteint tous les trois la ville sacrée de Bénarès, j'étais trop malade pour voir ou apprécier quoi que ce soit. De là, j'ai continué seul, avec acharnement, et j'ai finalement atteint Calcutta. J'ai commencé à me sentir un peu mieux, mais j'ai vu des scènes de la plus grande misère que je n'avais jamais vues. Des gens mouraient dans les rues, et des vautours se nourrissaient de la chair humaine morte. Des camions venaient chaque matin pour ramasser les corps. Tous ceux qui ne bougeaient pas étaient jetés dans les camions pour être jetés je ne sais où. Je n'ai jamais oublié ces scènes, dont j'ai tiré une leçon importante. Si vous voulez rester en vie et ne pas être jeté dans le camion, vous devez continuer à bouger. Je me suis senti malheureux, mentalement et physiquement, et j'ai même envisagé d'abandonner le reste de mon voyage pour retourner en Californie. Mais quelqu'un m'avait dit qu'après mon arrivée en Thaïlande, les conditions commenceraient à s'améliorer à nouveau. Alors j'ai continué jusqu'à Bangkok, où j'avais très envie de voir les temples magiques et le marché flottant. Soudain, devant un petit magasin d'antiquités, je suis devenu si faible que je me suis effondré. Le propriétaire, se rendant compte que j'étais très malade, m'a amené chez lui. Sa famille m'a traité comme l'un des leurs, prenant soin de moi pendant plusieurs jours alors que j'étais alité avec une forte fièvre. Leur superbe fille de 18 ans, Gnu, s'est accrochée à moi comme on s'accroche à son chien préféré. Elle me nourrissait, me lavait, me caressait et dormait même près de moi la nuit. C'était tellement naturel que la famille ne s'y opposait pas. Cette famille fonctionnait avec une sensibilité, une sérénité et un sentiment de fierté incroyable. Et Gnu était complètement naturelle, désinhibée, libre et pure. Elle m'a appris quelques mots de thaï et je lui ai appris les mots anglais que j'aimais le plus entendre. Après ma guérison, j'ai emmené Gnu faire un voyage en Thaïlande. J'ai loué un long bateau en bois équipé d'un puissant moteur à l'arrière. Un petit homme plus âgé me servait de guide et de timonier. Nous avons navigué le long des rivières et avons même traversé l'océan pour atteindre des temples isolés, des villages isolés et des plages isolées. Nous dormions sur de petites plateformes surélevées, juste sous le ciel, et nous mangions toutes sortes d'aliments indigènes, principalement des fruits, du riz, du poisson et des homards. C'était le paradis sur terre. Je me sentais moi-même comme un jeune de 18 ans et je pensais pouvoir y rester pour toujours. Mais mes réserves de liquidité s'amenuisaient et je n'avais aucun moyen de gagner de l'argent en Thaïlande. Il fallait que je revienne et que je fasse face à la réalité. J'ai dit au revoir à Gnu et à sa famille incroyablement gentille en lui faisant la promesse honnête de revenir. Je le voulais vraiment. 25 ans ont passé avant que je ne retourne en Thaïlande. Quand je suis allé dans la région où la famille de Gnu avait vécu, tout avait été réaménagé. Tous les bâtiments étaient neufs. J'ai eu trop peu de temps pour localiser Gnu et sa famille, mais je me souviens d'eux avec beaucoup de gratitude et d'amour. De Thaïlande, j'ai pris l'avion pour Hong Kong, le Japon et Hawaï, ne passant que quelques jours dans chaque endroit. J'ai réfléchi alors, et davantage encore depuis mon retour, à ce que ce voyage m'a apporté. Tout d'abord, il m'a donné le temps de réfléchir sur moi-même. En voyageant, je me suis rendu compte que je voulais me reconstruire, devenir une meilleure personne et me débarrasser de toutes les attitudes et les soupçons qui subsistaient depuis mon séjour en prison. Mon exposition au monde m'a affecté autant que mon introspection. Au cours de mon voyage, j'ai connu de nombreuses périodes où j'avais été totalement absorbé par les événements qui se déroulaient, comme on peut l'être lors d'une représentation théâtrale. Je porte en moi certains de ces moments, comme les photos prises avec mon appareil photo ou les poèmes et livres préférés qui font partie de moi. Ils sont devenus des points de référence importants dans mon moi essentiel, des mosaïques supplémentaires qui font partie de la base de ma pensée et de mon être. Vers la fin de ce voyage, j'ai vu de nombreux endroits et scènes, et le simple fait d'être quelque part ne suffisait plus. Je n'étais satisfait que lorsque je pouvais sentir que je faisais presque partie de l'endroit où j'étais, et non simplement de passage. Par exemple, j'espérais pouvoir toujours me souvenir de la vie simple
et pleine d'amour que j'avais pu vivre en Thaïlande. Avant ce voyage, j'étais un Allemand vivant en Amérique, et je voyais les choses avec des yeux allemands. Ce voyage a brisé le moule de mon conditionnement national, me permettant de voir que la voie allemande n'était ni la seule, ni la bonne. J'ai commencé à pouvoir voir les pays européens, américains et asiatiques différemment, lorsque j'ai pu regarder chacun d'eux à travers le prisme de la culture des autres. J'ai cependant constaté que ce nouveau point de vue sur le monde me distinguait quelque peu de la plupart des personnes avec lesquelles j'ai travaillé à l'époque et plus tard. La différence était, je m'en suis rendu compte, quelque peu similaire à la façon dont la vie dans une société carcérale m'avait laissé incapable de discuter de la vie avec des gens qui ne l'avaient vue que dans des conditions beaucoup moins extrêmes. À mon retour en Californie, je n'avais pas d'endroit où rester. Christa avait vendu tous nos meubles, avait déménagé de l'appartement et était partie. Je l'ai retrouvée plus tard à Reno, Nevada, et nous avons entamé une nouvelle relation amoureuse. Mais la procédure de divorce s'est poursuivie jusqu'au dernier jour. Christa a attendu au tribunal ma comparution ou un message pour annuler son divorce. Mais j'ai choisi de ne pas me présenter. J'ai réalisé que nous avions des horizons et des ambitions différents. Je n'avais pas rencontré un seul grand professeur ou gourou lors de mon voyage autour du monde. Mais ce voyage avait néanmoins grandement élargi mon esprit. J'avais été dans l'espace et j'avais jeté un regard sur ma propre vie sur Terre. Je voulais que les portes des étages supérieurs du monde soient grandes ouvertes. Rien ne semblait impossible. Finalement, j'ai conçu beaucoup de nouvelles inventions, créé, construit et vendu des entreprises, financé de nombreuses start-up, trouvé le temps de m'exprimer au travers de tableaux que j'avais imaginés à Paris, épousé une belle jeune femme généreuse, et j'ai même réussi à acheter la maison de mes rêves.